Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo du cours d'introduction à la chimie quantique, puisque la semaine dernière, mes étudiants de L2MPCIE, qui en sont à peu près à la vidéo 20, 22, ont eu l'occasion de se tester dans un contrôle continu. Et c'est le moment ici de vous proposer ce contrôle continu, ainsi que les corrections, pour que vous puissiez en profiter. Donc là ici, c'est un contrôle continu basé sur 17 questions de cours qui me permet de savoir un petit peu les acquis qui leur permettront après de réaliser des diagrammes complexes. Ça traite d'à peu près toutes les vidéos jusqu'à la vidéo 18, 20, avec un petit peu de cours, un peu de maths. Voilà. C'est beaucoup de questions de cours pour savoir un peu où vous en êtes. Je vous propose, pour ceux qui s'entraînent et qui suivent les vidéos, de pouvoir tester ceci avec un entraînement. Il y a 17 questions. Vous ferez une pause à la fin des 17 questions. Et moi, j'embraye après, quand vous voulez, sur la correction. Alors, première question, question historique. Combien y a-t-il d'éléments chimiques naturellement présents sur Terre? Là encore, à chaque fois, pour mes étudiants, je leur demande de bien justifier la réponse. Et là, pour ceux qui seraient déstabilisés parce qu'ils n'ont pas le nombre exact en tête, le but du jeu, c'est pas tant de me donner le bon nombre, mais plutôt des exemples et une justification. D'accord? Deuxième question. Décrire en 4 lignes l'expérience de la feuille d'or et son rôle dans l'histoire de la chimie. À partir de quand l'onde associée devient-elle non négligeable et pourquoi? Question 3. Question 4. Quelle est la différence entre le niveau 1S selon Bohr et selon Schrödinger? Question 5. Comment s'écrit l'élément de volume en coordonnées sphériques? Écrire de manière bien détaillée l'équation de Schrödinger pour l'hydrogène. Quels sont les liens entre les nombres quantiques pour le système de l'atome d'hydrogène? Pourquoi dans le puits de potentiel à une dimension, les solutions sont-elles quantifiées? Pourquoi une bonne fonction d'onde doit être continue, dérivable et normalisable? Pour ceux qui auraient fait les vidéos juste avant, vous avez pu voir que souvent c'est quels sont les critères pour être une bonne fonction d'onde. Cette fois-ci, je vous donne les critères, je vous demande pourquoi ces critères-là. Ce qui permet de varier un petit peu. 10. Quelle est la forme générale des fonctions solutions d'une boîte de potentiel à 2 dimensions? Deuxième page. Pourquoi n'est-il pas possible de résoudre exactement l'équation de Schrödinger pour la plupart des molécules? 12. Représenter sur un même graphique l'évolution radiale des fonctions d'onde 2S et 2P. C'est-à-dire que sur le même graphique, ça va nous permettre de comparer en fait l'évolution radiale de la 2S et de la 2P. 13. Représenter sur un même graphique l'évolution radiale de la densité des OA 1S, 2P, 3S et 3D. Donc là, on veut comparer l'évolution radiale des densités, et ça peut être sur un autre graphique. Vous n'êtes pas obligé de faire le même graphique pour la question 12 et 13. 14. Dessiner précisément les 3 orbitales atomiques 2P et les 5 orbitales atomiques 3D. Dessiner sur des dessins différents 2 recouvrements sigma-liants différents, 2 recouvrements pi anti-liants différents et 2 recouvrements nuls différents, à chaque fois entre 2 orbitales d'un système diatomique. 16. Quelles sont les hybridations et notations VSEPR de tous les atomes, autres que l'hydrogène, dans la molécule de chlorure d'acétyle, CH3, C, doublison O, Cl. La parenthèse doublison O, c'est pour bien indiquer que la doublison O est associée au carbone. Et que le chlore est aussi associé au carbone et pas à l'oxygène. 17 et dernière question. Dans la méthode des diagrammes basés sur les OA canoniques, à quel moment une orbitale atomique S et une orbitale atomique P peuvent-elles se mélanger? Dessiner le résultat de ce mélange. Donc là ici,
notamment, on n'utilise pas le mot hybrider pour ne pas confondre avec les méthodes d'hybridation, mais c'est un peu le même principe. On a vu qu'en canonique, des S et des P peuvent se mélanger. Pourquoi et qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez voir ici que les 17 questions ne comportent pas un diagramme à faire. Par contre, il y a tout. On teste un petit peu toutes les capacités, les compétences et les connaissances nécessaires pour après pouvoir aborder les diagrammes complexes. Vous pouvez faire pause, travailler de votre côté, d'accord, et j'embraye sur la correction. Donc, je vais vous donner des corrections courtes en expliquant ce que j'ai derrière la tête quand je pose la question. La formulation n'est pas à reproduire exactement. Bien, reprenons donc. Première question. Combien y a-t-il d'éléments chimiques naturellement présents sur Terre? Ce que je ne voudrais pas voir, c'est 4. L'eau, la terre, l'air et le feu. D'accord? Donc l'idée, c'est un certain nombre. En fait, le dernier, dans le tableau, on va dire en numéro atomique croissant, le dernier élément chimique naturellement présent, c'est l'uranium. Il y a des discussions concernant un certain isotope du plutonium, mais grosso modo, Z est égal à 92. Donc, il y a environ 92 éléments chimiques naturels. Ceci dit, il y a strontium et... Bon, bref. Mais on est dans cet ordre-là. 2. Décrire en 4 lignes l'expérience de la feuille d'or et son rôle dans l'histoire de la chimie. Alors, je vous ai dit 4 lignes, c'est pas... j'aurais dû dire jusqu'à 4 lignes, c'est pour essayer de vous limiter, vous forcer à être concis. On peut tout à fait dire, en 1919, Ernst Rutherford bombarde une feuille d'or avec des particules de charge positive, de l'hélium de plus. Il observe des déviations, et ces déviations démontrent que les noyaux sont concentrés dans des petits espaces. Voilà, une petite coquille sur ma correction, c'est les noyaux sont concentrés dans les noyaux, mais c'est surtout dire, voilà, les charges positives sont concentrées dans des petits noyaux qui prennent peu de place, voire diapo 35. 3. À partir de quand l'onde associée devient-elle non négligeable? Et pourquoi? Donc là, vous pouvez utiliser soit De Broglie, soit Heisenberg, mais l'idée c'était plutôt, avec la relation de De Broglie, on voit qu'il y a la masse et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Et dans les deux cas, on avait vu qu'en fait, le côté ondulatoire devient important dès qu'on est en dessous de l'échelle nanométrique. On avait vu par exemple un fullerène, les grosses molécules, les nano-objets, par exemple les très grosses molécules, les nano-objets ont un caractère macroscopique, mais ont encore des propriétés quantiques. En dessous, pour tout ce qui est petites molécules, électrons surtout, eh bien en fait c'est l'onde associée qui est importante, d'où le caractère ondulatoire dans l'équation de Schrödinger. Question 4. Quelle est la différence entre le niveau 1S selon Bohr et selon Schrödinger? Ce que j'attends de voir, si vous avez bien compris, c'était que Bohr était sur un modèle planétaire, donc c'est déjà pas la bonne interaction, puisque c'est les interactions électrostatiques, et que c'était sur un système en 2 dimensions avec les électrons qui étaient bloqués sur une orbite. Avec Schrödinger, on passe sur un modèle à 3 dimensions et en volume, c'est-à-dire qu'en réalité, les électrons ne sont pas bloqués dans l'orbite. Ce que l'on retrouve, c'est que le maximum de présence, donc le carré de la fonction d'onde, d'accord, la densité radiale a un maximum au niveau du rayon de l'atome de Bohr. Question 5. Comment s'écrit l'élément de volume en coordonnées sphériques? Donc là ici, l'important c'est qu'effectivement, contrairement en cartésien où c'est dx fois dy fois dz, là ici on a r carré sinus θ dr dθ dφ. Et donc rien que la présence de R2, et comme quand on va passer de la fonction d'onde à son carré intégré dans l'espace, on va multiplier par dv, donc à chaque fois toute la densité s'annule car R est égal à 0 au noyau. Il n'y a pas de densité au noyau. Écrire de manière bien détaillée l'équation de Schrödinger pour un hydrogène. Donc là, tel que je vous l'ai dit dans le cours, et tel que certainement n'importe quel enseignant, quand vous écrivez H psi est égal à E psi,
vous avez écrit formellement l'équation de Schrödinger, mais elle n'est pas du tout spécifiée. Donc là, ici, pour l'hydrogène, vous devez mettre en avant dans l'hamiltonien la partie cinétique de l'électron, cinétique du noyau et l'interaction électron-noyau. Et donc on a moins h bar carré sur 2me dérivée seconde en coordonnées sphériques, moins h bar carré sur 2m du noyau, nabla 2, moins, et ça cette partie, le dernier terme étant l'interaction potentielle, électrostatique la partie potentielle, c'est la partie d'interaction électrostatique, attraction électron-noyau, avec moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 R. C'est uniquement quand on a bien spécifié tous les termes dans l'hamiltonien que l'on a réellement écrit l'équation de Schrödinger pour un système. Quels sont les liens entre les nombres quantiques pour le système de l'atome d'hydrogène? Donc là, normalement, c'est quelque chose que l'on connaît assez vite dès la première année, mais que l'on a redémontré aujourd'hui, dans ce cours-là ici, avec notamment l'explication d'où viennent les nombres quantiques. Donc le nombre quantique principal, n, correspond en fait à la distance au noyau, et c'est celui qui correspond à la partie radiale. Il est positif, strictement positif. L est la forme angulaire, c'est le nombre quantique angulaire, donc lui, il est de 0 jusqu'à n-1. Et M, lui, peut être négatif et positif, et il va de moins L à plus L. Pourquoi dans le puits de potentiel à une dimension, les solutions sont-elles quantifiées? C'est une façon d'ailleurs, j'aurais pu écrire à n'importe quelle dimension, les solutions sont quantifiées, parce que quand il y a des dimensions avec des bords, c'est-à-dire qu'on arrive sur une paroi de potentiel, où en fait la fonction d'onde s'annule, on sait que la solution, toutes les solutions sont nulles dans ses limites. C'est donc ce que l'on appelle les conditions limites, et c'est dans les conditions limites que l'on ne peut plus avoir n'importe quelle solution. C'est-à-dire que seules les solutions qui correspondent aux bonnes limites sont possibles. Et ces solutions-là sont des multiples de nombres entiers que l'on appelle les nombres quantiques. D'où c'est les limites qui font qu'il y a des nombres quantiques. Dans un atome, il y a aussi des limites, puisqu'il y a un potentiel qui est en zéro, il y a une attraction en zéro, et il y a une énergie cinétique, et donc on va contrebalancer les termes, et en fait il y a des formes de limites. Ces limites-là aboutissent à des nombres quantiques. Il y en a un par dimension entre guillemets, c'est-à-dire que dans la boîte de potentiel, on a un nombre quantique par dimension parce que les dimensions sont indépendantes, donc on aura un nombre selon x, selon y, selon z. Dans un système sphérique, les dimensions r, θ, phi sont liées les unes les autres à l'intérieur de nabla. Et dès lors, on aura donc des liens entre NL et M. Question 9. Donc plutôt que de demander quels sont les critères nécessaires, c'est pourquoi y a-t-il ces critères-là? Comme dans la partie nabla, d'accord? Donc là, dans la partie dérivée seconde, ça veut dire qu'il va falloir dériver 2 fois et d'ailleurs retrouver la même fonction. Hein? Donc on est sur des séries de fonctions pfaffiennes, c'est-à-dire que en dérivant, on doit retomber sur la même fonction. Ce qui veut dire qu'elle doit être continue et dérivable. Pour le critère normalisable, comme l'intégrale du carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire quand on passe à la densité et qu'on intègre sur l'ensemble de l'espace, on doit trouver notre particule, ça doit sommer à 1, la norme étant à 1, 100% de présence. 10. Quelle est la forme générale des fonctions solutions d'une boîte de potentiel à 2 dimensions? Les 2 dimensions sont indépendantes dans les boîtes de potentiel. Dès lors, en fait, la bonne solution, c'est un produit d'une solution à une dimension, c'est-à-dire qu'on va résoudre selon x, on va résoudre selon y, et la solution totale, c'est le produit de la solution x fois solution y. Par contre, l'énergie totale, c'est la somme des énergies. Pourquoi n'est-il pas possible de résoudre exactement l'équation de Schrödinger pour la plupart des molécules?
Parce que la plupart des molécules sont à plusieurs électrons et il y a donc une répulsion instantanée entre tous les électrons à chaque instant. C'est un problème à n corps corrélés et mathématiquement on ne peut pas le résoudre analytiquement, c'est-à-dire parfaitement. On a des méthodes approchées. Et c'est ce que l'on, pour ceux qui en sont à la vidéo 22, ce sont l'objet justement des prochaines vidéos après. La méthode des variations. Pour l'évolution radiale. Alors, ici, je vous ai repris la diapositive du cours où elles sont toutes comparées. Si vous regardez, la toute première, la 1S, elle ne fait que descendre et elle va à 0. Moi, ici, je vous ai demandé la 2S pour changer, donc c'est la orange. Elle commence en positive, elle descend en dessous de 0. Donc là, ici, elle va passer à 0. Il va y avoir un plan nodal. Donc ça, il faudra bien que ce soit clair. Et après, elle a un minimum et elle retend vers 0 vers la fin. Ce qui veut dire qu'ici, quand on va passer à la densité, il y aura une première bosse et une deuxième bosse. Et si on compare avec la 2P, la 2P est positive, elle part de 0, elle fait juste une bosse et le maximum est à peu près au même endroit. Donc là, c'est ce que je veux voir, c'est si vous décalez pas trop la 2S de la 2P. Pour la partie, question 13, l'évolution radiale de la densité, donc là, cette fois-ci, c'est toujours positif. Hein, la densité, elle est toujours positive. Et la première bosse, la seule bosse pour la 1S, elle est centrée à 1, à 0 pour l'hydrogène. Pour la 2P, on n'a aussi qu'une seule bosse. Et cette fois-ci, il est un peu plus loin. Si vous l'avez centré autour de 5, il est un peu plus petit en fait. On voit d'ailleurs que le maximum de la 2P est un petit peu avant la 2S, mais c'est dans la même zone. Pour la 3S et la 3D, donc la 3S, il y aura 3 bosses, et là on aura un maximum entre 10 et 15. Pour la 3D, en fait, elle est légèrement contractée, elle est plutôt autour de 10, mais sinon c'est pas très grave. Si vous l'avez mis dans la même zone, c'est bien. Par contre, si vous avez tous mis les maximums au même endroit, là c'est pas bon. La 1S, la 2S et les couches N1, N2 et N3 sont de plus en plus loin. Dessiner précisément les 3 orbitales de P. Donc l'idée là, c'est aussi de tester si vous avez compris comment les représenter. Donc en règle générale, ces deux-là, vous y arrivez, les deux à gauche là. Celle qui est perpendiculaire au tableau, vous avez tendance, certains veulent persister sur la convention de le faire en diagonale. Ils vont très vite tomber sur des cas où ça va être assez compliqué à représenter. Je vous encourage fortement à le faire. Et d'ailleurs, quand on va travailler sur les systèmes un peu plus compliqués, on utilisera absolument celui-ci. Pour les orbitales D, en fait, il n'y a que 2 formes à connaître. Il y a celle où il y a 2 lobes blancs en diagonale et 2 lobes gris en diagonale. Soit ça passe entre les axes, donc XZ pour la DXZ, entre les axes XY pour la DXY, entre YZ pour la DYZ. Et il y en a une qui a la même forme et qui cette fois-ci est le long des axes. Et donc ce serait la DX2 moins DY2. Grâce à son nom, vous pouvez savoir d'ailleurs que selon X c'est positif, selon Y c'est négatif. C'est moins Y2, ça veut dire que tout Y c'est négatif. Les 2 lobes là sont blancs et là sont gris. La DZ2, selon Z c'est positif et selon XY c'est négatif et c'est un donut. C'est la 2e forme à connaître. Ah, j'ai mis des animations sans le vouloir. Hop là, j'affiche tout. Voilà. Dessiner sur des dessins différents, de recouvrement sigma, liant différents. Donc là ici, c'est ceux qui sont là en bas à gauche. C'est-à-dire, je veux du sigma, donc ça peut être du P avec du P, du S avec du S, mais ça peut être aussi du S avec du P. Donc, peu importe lequel. Certains m'ont peut-être mis une orbitale hybride. Tant que c'est du sigma, vous n'êtes pas obligé de mettre les directions, d'accord, mais si certains veulent bien me démontrer que comme elles pointent l'une vers l'autre, et c'est un lobe qui touche un lobe et se recouvre avec un lobe, et donc du sigma, ça marche. Pour le pi antiliant, c'est pour vérifier que vous mettez bien les signes comme il faut, c'est-à-dire en opposition de phase, blanc avec gris, et donc soit comme ça le long de la feuille,
d'accord, avec donc des directions en parallèle, soit perpendiculaires au plan, avec un lobe devant et un lobe derrière, et bien les signes opposés en phase. Et finalement, deux recouvrements nuls, c'était en fait deux orbitales qui pointent dans des directions différentes. Ça veut dire, ça peut être les deux 7 rouges avec cette bleue là, ça peut être n'importe quel S avec une P qui est perpendiculaire, peu importe. D'accord? Très bien. Eh bien, il ne reste plus que deux questions. Quelles sont les hybridations et notations VSEPR de tous les atomes autres que l'hydrogène dans la molécule de chlorure d'acétyle? Donc on est à CH3, C-O, Cl. Pour le carbone, il est lié à 3 hydrogènes et 1 carbone, donc il a 4 atomes voisins, AX4. Donc la notation VSEPR, c'est AX4. Et son hybridation, on compte ici le nombre de pattes nécessaires, et donc il nous faut pour faire 4 pattes, une S et 3 P, donc sp3. Pour le carbone avec la double liaison, il est lié à un carbone, un chlore, un oxygène, donc il est lié à 3 voisins, il n'a pas de doublé, donc AX3. Dans ce cas-là, on a besoin de 3 pattes, on n'a pas besoin donc, des 3 orbitales P, on va prendre une S et 2 P. Ça va faire du sp2. Pour l'oxygène, il est lié à... Eh bien, j'ai fait une belle erreur. Hop, on va faire une pause, et je reviens de suite. Et voilà. Alors, hop. Voilà. Donc là, ici, bien sûr, l'oxygène n'a qu'un seul voisin. C'était marqué AX2E2. Non, l'oxygène, il est bien lié que au carbone, et il a deux doublés qui sont ici implicites sur ce dessin-là. Donc en fait, il est en AX1E2, ça lui fait 1 plus 2, 3, on va dire, hybrides à fabriquer à partir de S et P2. Et d'où ces deux atomes-là, en fait, sont en sp2, et la troisième orbitale P, qui elle n'est pas hybridée, va servir à faire la double liaison. Finalement, le chlore est lié à un seul atome, et il a 3 doublés. Donc ça fait AX1E3, ça lui fait bien 1 plus 3, 4 pattes à hybrider, donc sp3. Dans la méthode des diagrammes basés sur les orbitales canoniques, donc là on vient de voir VSEPR et hybridé, en canonique, on a aussi, en fonction des cas, l'orbital S et P d'un même atome qui peuvent se mélanger. Et pourquoi? Donc s'ils ont les mêmes directions et que les énergies sont assez proches, une orbitale S d'un atome à gauche va pouvoir interagir avec une orbitale P et S d'un autre. Ou SP avec SP, et on va avoir comme un mélange SP en canonique. Donc c'est la même chose que de l'hybridation, sauf qu'on ne l'a pas choisi a priori avant de commencer. Elle se fait en fonction des énergies et des directions des atomes tels qu'ils sont placés dans le référentiel. À partir de là, comme la S et la P vont se mélanger dans l'interaction, on va voir arriver une hybridée, d'accord? Donc rappel, c'est la S et la P du même atome qui finalement en fait par leur interaction commune avec une autre orbitale se retrouvent mathématiquement mélangées. Et donc la partie blanche ici de même signe fait grossir le lobe à droite, alors que le lobe gris, en opposition avec deux signes avec l'orbitale S, elle diminue. Et donc on va casser la symétrie de l'orbitale P pour avoir un gros lobe d'un côté, un petit lobe de l'autre. À partir de là, si vous avez compris les directions, les énergies et tout ça, vous êtes armé pour faire la suite du cours. À la prochaine!